Bon. Ok, donc on va continuer par les contrôles liés aux données Aramis. Il y a un tableau de contrôle qui existait déjà avant, qui vous permet de regarder l'évolution de votre activité et sa cohérence. Donc il y avait trois données, le nombre de RHA, le nombre de journées, le nombre d'actes. On avait du coup, vous pouviez comme ça regarder la cohérence. Cette année, il y a une petite variante par rapport au nombre d'actes. On a dispatché, on va dire, en deux lignes, le nombre d'actes du fichier 11 et le nombre d'actes du fichier 11 hors co-intervenants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dès lors qu'on mettait en place le recueil des co-intervenants, on se retrouvait avec un nombre d'actes qui évoluait d'une manière significative, alors même que le nombre d'actes intrinsèques n'avait pas évolué d'une manière si significative que ça. Donc le but là, c'est justement de regarder finalement ces évolutions d'une manière du côté cohérence. Le TDC 2.3 qui porte sur la correspondance entre le type d'autorisation, donc vos autorisations UM et la SAC dans lequel les journées et les RHA sont rattachés, sert à vérifier pour vous que finalement vous n'avez pas d'anomalie ou de numérotation anormale de vos sacs par rapport aux journées qui sont rattachées et aux RHA qui sont rattachés sur vos sections cliniques. Là, par exemple, on s'aperçoit que l'UM 51A, qui est du locomoteur, a de l'hospit partiel de locomoteurs pour 546 RHA dans la SAC appareil locomoteur adulte J, donc tout va bien, mais elle a aussi 303 RHA, 600 journées, de l'UM52A neuro, donc en hospice partiel, dans cette même SAC. Donc là, alors je reviens vers vous sur le découpage génétique, alors même si ce n'est pas du tout l'objet de ce webinaire, mais là, typiquement, aujourd'hui, il existe du coup une section d'une unité, on va dire, qui regroupe multispécialités en HDJ et qu'il faudra donc utiliser. Donc, il va falloir que vous modifiez votre numéro de SAC, appareil locomoteur adulte J, en une section qui s'appellera affection, alors je ne sais plus ce que c'est exactement le libellé, mais c'est multispécialité, appareil locomoteur plus système nerveux en hospice complet, en hospice de jour. Et vous en avez une autre nouvelle qui est pour l'EMPR, donc locaux plus neuro plus polyvalent. Donc ça répond un petit peu à ce genre de problématique qui est affichée là en jaune. Au niveau du fichier 11 maintenant, donc là on fait un petit peu quelque chose qui est en dehors des tableaux de contrôle, mais parce que le fichier 11 c'est quand même le fichier pour le SSR, hein. Donc au niveau du fichier 11, euh, sur Aramis, sur le logiciel Aramis, vous avez un rapport d'import qui s'affiche dès lors que vous avez importé ce fichier sur Aramis, qui indique le nombre d'actes déclarés, le nombre total de minutes pour chaque métier et le total de minutes pour chaque plateau, qui vous permet du coup de pouvoir reporter correctement ces informations-là, enfin pas le nombre d'actes, mais le nombre de minutes au moins, sur votre onglet 1DA d'Arcane. Donc c'est via cette extraction de contrôle embarqué Aramis que vous pouvez du coup avoir stricto sensu votre nombre de minutes à reporter en onglet 1DA. Vous pouvez aussi importer ces données d'une manière automatique.
On continue avec les autres contrôles, toujours sur le fichier 11. Du coup, on a un tableau de contrôle 8.3 et 7.3 qui permet, donc l'un pour les métiers, l'autre pour les plateaux, qui permet de contrôler le nombre d'heures qui est issu de vos fichiers, de votre fichier 11 Aramis, avec le nombre d'heures qui a été déclaré sur l'onglet 1DA d'Arcane. Évidemment, il y a une colonne d'écart qui vous permet tout de suite de visualiser si vous n'avez pas oublié, alors que vous aviez fait des modifications sur votre fichier 11 à un instant T, de reporter ces modifications sur votre onglet 1DA, parce que c'est souvent dans ce sens. Et vous avez les colonnes, du coup, juste à côté, qui vous permettent aussi de visualiser ce que ça va faire comme écart en euros quand même hein, dans votre traitement. Donc on voit tout de suite que ça prend des proportions assez significatives et qu'effectivement, on a intérêt à corriger sur Arcane. Donc là, on est sur l'exemple du kiné, on avait les minutes sur Arcane qui étaient supérieures au fichier Aramis de 3000 heures, pardon. Et effectivement, ça impactait en euros pour 93 000 euros, donc d'une manière assez significative. Pareil dans l'autre sens. Au niveau des SA SPSSR, donc, on fait un tout petit focus. Alors d'abord parce qu'il y a des SA, il y a un paramétrage interne et externe sur ces SA. Alors, pour l'appareillage interne, on attend les minutes qui ont été à la fois des minutes d'actes César qui ont été codées via le fichier, donc qu'on connaît via le fichier 11, et aussi éventuellement des minutes qui ont été passées hors acte César dans l'atelier d'appareillage pour différents intervenants, qu'ils soient des intervenants externes d'ailleurs, c'est possible. Hein, quand par exemple vous avez un atelier d'appareillage interne mais qui accueille des orthoprothésistes externes, alors il y a quand même, s'ils utilisent ce plateau, des minutes d'utilisation de ce plateau, si vous avez des matériels dedans, etc., qu'il faut pouvoir répartir au séjour. Et le fichier 13 le permet si vous avez recueilli du coup l'utilisation de ces intervenants orthoprothésistes sur le plateau interne. Donc voilà, donc ce qu'on vous demande là, finalement, c'est l'addition des minutes du fichier 11 et du fichier 13 et qui sont à déclarer pour les patients hospitalisés en SSR. Le tableau de contrôle 9.2 permettra de contrôler du coup l'exhaustivité entre ce que vous avez déclaré sur Aramis en fichier 11 et fichier 13. Donc, vous voyez ce qui est encadré tout en bas. Donc, on a un nombre duo Aramis de 289 000 minutes, dont 90 000 du fichier 11 et 198 000 du fichier 13. Et puis, en onglet DA Arcane, on aura déclaré l'addition des deux, soit 289, 389, ce qui correspond à un sans écart et donc sans impact sur la ventilation des charges. Sur les SASP SSR typés externes, eh bien, on s'attend évidemment dedans à avoir uniquement le montant de sous-traitance qui est imputé sur cette section. Et donc, ici, on va avoir le montant des locations pour patients hospitalisés SSR et éventuellement pour d'autres patients qui ne seraient pas des hospitalisés SSR, qui est déclaré sur l'onglet 1DA. Pareil, au niveau du TDC 9.9, on a le contrôle du coup de la concordance avec ce qui est déclaré sur l'onglet 1DA, donc les 67 611 euros.
et les 17 431 € hors hospitalisé SSR, qui du coup correspondent bien aux charges nettes de l'onglet 3SA du parc de matériel roulant externe. Voilà. Et après, on a le taux effectivement de charge issu du fichier 2 qui est suivi au séjour, donc, qui apparaît donc là encadré en violet. Au niveau du fichier 11, on a un contrôle relativement important après qui se fait par plusieurs tableaux de contrôle sur les actes César. Leur conformité de déclaration par type d'acte, leur taux aussi de conformité par code intervenant, par acte César et sur les RH, les différents RHA, du coup qu'on ait bien les bons intervenants, les bons actes qui ont été déclarés dans le fichier 11 par rapport au PMSI. Donc on a un rapprochement du fichier 11 avec le PMSI qui est assez précis et on attend une exhaustivité évidemment totale des actes César du PMSI en fichier 11 ainsi que leur conformité entre les différents RHA. On a des taux en fait de conformité qui doivent être compris entre 75% et 100% selon la charte qualité, évidemment qu'il convient de respecter. Plus on est proche de 100%, plus on aura une description conforme au PMSI dans notre analytique et donc une correcte répartition des coûts. On a un exemple ici dans les TDC 2.6.1 sur le taux de conformité par RHA entre les intervenants du coup de RR, entre le PMSI et les SMT métiers. Et donc là, on voit qu'on a un taux de conformité qui est à 92%, donc sensiblement équivalent à celui de l'année précédente. Donc on a la référence de l'année précédente de son propre établissement. On a un tableau de contrôle derrière le 262 qui regarde par RHA la conformité des codes actes donc par RHA et par intervenant. Donc les actes, les intervenants pour chaque RHA doivent être strictement les mêmes entre le PMSI et Aramis. Donc, ces deux tableaux de contrôle nous permettent de le voir d'une manière précise. Donc on s'attend évidemment à avoir un taux de conformité là proche de 100%. Les tableaux de contrôle après 281 à 283 détaillent par intervenant les écarts en nombre d'actes entre le PMSI et le fichier 11. Là encore, on attend une exhaustivité par acte, par type d'acte et par intervenant proche de 100%. Si on n'atteint pas, en V1, c'est pas non plus très grave si on est proche, mais qu'on ne l'atteint pas. Simplement, il faut retravailler sur son fichier 11 parce qu'on doit pouvoir aboutir à une quasi-exhaustivité à 100%. Le tableau de contrôle, la 281, où on voit par type d'acte, donc les actes César hors pluriprofessionnels, hors pluriprofessionnels de la liste, et les actes CCM qui peuvent être traduits en actes César, les actes pluriprofessionnels, l'addition de ces trois types d'actes, c'est le total de nos actes du PMSI et on vient du coup le rapprocher avec les actes qu'on a déclarés au fichier 11. On doit évidemment avoir le même. Quand on regarde que le total, on a un total où il manquerait dans notre fichier 11 5983 actes. On sait de quel type d'acte il s'agit. On a 3077 actes pluripro et on a 2907 actes non pluriprofessionnels, non CCM, en écart. On doit du coup pouvoir aller plus loin avec un tableau de contrôle suivant
et qui est par type d'intervenant RR et qui va nous pointer du doigt finalement sur quel intervenant cet écart porte. Et, ou au pluriel, hein, ça peut être. Et puis pour les actes pluripro, c'est pareil, on a un tableau de contrôle qui va nous permettre de zoomer sur quel acte pluripro porte la problématique. Alors vous savez, pour les actes pluripro, ce n'est pas forcément des manquants, c'est potentiellement qu'il n'y a pas eu duplication en fonction du nombre d'intervenants RR à l'acte, ou bien qu'il y a eu plus de duplication que d'intervenants à l'acte. Dans les deux sens, ça peut être le cas. Et puis, pour l'acte CCM aussi en trop, on va le retrouver un zoom dans le tableau de contrôle de 8.4. Ces tableaux de contrôle sont hyper intéressants et nécessaires. Hein, il est nécessaire de les regarder parce que c'est comme ça que vous pouvez cibler dans votre fichier 11, qui est quand même un fichier très important, où se situent les écarts. Par exemple, là, pour les actes pluriprofessionnels, on avait un écart de 3077 actes et on voit bien qu'il s'agit essentiellement de la synthèse interdisciplinaire ZZC plus 221. Donc, que s'est-il passé sur cette synthèse? Vous pourrez du coup après zoomer. Et là, finalement, comme on a un taux d'exhaustivité à 25%, c'est vrai qu'on se dit, à mon avis, on n'a pas dupliqué, c'est qu'il devait y avoir à peu près 4 professionnels présents à l'acte, mais que vous êtes resté sur le seul intervenant principal qui a codé l'acte. Donc, il faut compléter votre fichier 11. On fait un petit focus sur les actes pluriprofessionnels hors liste. Donc, vous savez, ce sont les actes finalement qui sont réalisés par plusieurs intervenants sans que ce soit des actes vraiment typés pluriprofessionnels. Ces actes, du coup, ne font pas partie de la liste, mais il est possible, évidemment, de les avoir effectués à plusieurs. Et au PMSI, seul l'intervenant qui a codé cet acte, là, il l'a codé qu'une fois, mais il peut, lui, déclarer qu'il y avait plusieurs intervenants présents à l'acte. Donc ça, au PMSI, ça a été indiqué si c'est le cas. Et dans l'ENC, maintenant, on ne sait pas qui sont ces co-intervenants, puisque le PMSI ne l'a pas donné, hein, c'est comme dans les pluriprofessionnels. Donc ça, et pour pouvoir le déclarer sur l'ENC, il faut savoir qui est intervenu à l'acte avec l'intervenant principal. Et si on sait quel type d'intervenant est intervenu sur chacun des actes pluriprofessionnels hors liste, alors on va pouvoir le déclarer. Ce n'est pas obligatoire, mais on va pouvoir le faire. Et il va falloir, de la même manière que le pluriprofessionnel de la liste, dupliquer les lignes de l'intervenant principal, du codage principal, sur les co-intervenants et indiquer du coup que ce sont des co-intervenants et indiquer pour celui qui a codé que c'est l'intervenant principal. Cette spécificité en fait des pluripros du coup hors liste, c'est pas anecdotique parce que effectivement quand vous avez deux intervenants qui interviennent sur le même acte et qu'il n'y en a qu'un qui a des minutes sur le séjour, eh bien vous décrivez pas correctement finalement la prise en charge du séjour du patient. Et du coup, quand on ajoute cette ligne avec les minutes du co-intervenant, là on vient d'écrire correctement qu'il y a bien eu deux intervenants pour cet acte-là, et donc il y a eu des coûts sur ce séjour qui seront correctement ventilés sur ce séjour-là et pas sur un autre. Puisque finalement, votre co-intervenant que vous ne mettez pas sur le séjour sur lequel il est intervenu, il va se retrouver, ce coût-là va se retrouver sur les autres séjours. Donc, ça permet de décrire d'une manière beaucoup plus précise. Mais évidemment, il faut avoir renseigné dans le PMSI cette donnée de nombre d'intervenants. Et puis, avoir aussi l'information de qui.
Alors là, on a des tableaux de contrôle qui suivent, donc le 285 et le 286, qui permettent justement de contrôler les actes non pluriprofessionnels de la liste et de pouvoir contrôler que votre fichier 11 est correct. Du coup, on a ce premier tableau qui va nous donner en premier le nombre d'actes total, en fait, hein, la 29 par exemple, réalisés en pluri-intervenant. Donc là, vous avez 29 actes et vous avez du coup sur la ligne nombre total d'actes non pluriprofessionnels dans l'ENC, 29 actes aussi. Ça veut dire que les 29 que vous avez précisés dans votre PMSI ont bien été repris dans le fichier 11. C'est ce que ça veut dire. Et on a du coup la colonne d'à côté, le nombre d'actes de l'intervenant principal avec un recueil d'actes de co-intervenants dans l'ENC. Ça veut dire que là, on a 29 fois P, c'est-à-dire qui qualifie le fait qu'on a bien l'intervenant principal qui a été signalé par un P. Donc, si le nombre d'intervenants mentionnés au PMSI est supérieur à 1 dans la zone sur laquelle il faut le remplir, on attend dans l'ENC évidemment un intervenant principal et des co-intervenants, forcément. Si on a plus de 1, ça veut dire qu'on était 2 au moins, donc un principal et un co-intervenant. Si des actes ont été déclarés au PMSI avec un nombre d'intervenants supérieur à 1, on attend donc dans l'ENC des co-intervenants, évidemment. Voilà, c'est il y a un endroit pour renseigner aussi le nombre d'intervenants dans votre fichier 11. Il ne faut pas l'oublier, celui-ci, c'est le champ 12. J'espère que c'est le même cette année, parce qu'on n'a pas regardé ça. Au niveau des tableaux de contrôle, après, il y a le tableau de contrôle 286, partie 1, qui va être sur l'intervenant principal. Donc là, on va contrôler finalement la concordance entre le fichier 11 et le PMSI. Donc, est-ce que on a un nombre d'actes qualifiés sur l'intervenant principal, donc 66 706 dans le fichier 11, et est-ce qu'on a le même nombre d'actes saisis avec un nombre d'intervenants supérieur à 1 dans le PMSI? Donc, on va regarder cette concordance. Là, par exemple, on voit que eh bien, il y a sur 108 actes d'intervenant principal de l'ENC sur le code acte AGR 047, on en a 41 qui ont un nombre d'intervenants concordant entre le PMSI et l'ENC. Donc là, on regarde le nombre d'intervenants. Et la colonne qui est aussi indiquée en vert foncé, je ne sais pas si vous voyez ma souris, le nombre d'actes à intervenant principal de l'ENC qui aurait été du coup absent dans le PMSI. Donc là, on en a 67, par exemple, pour toujours la première ligne, ce qui veut dire en fait qu'on a déclaré dans l'ENC plus d'actes pluriprofessionnels qui en avaient d'indiqués dans votre PMSI. Donc ça, c'est pas admissible parce que effectivement, on attend à ce que vous ayez stricto sensu la même chose dans votre PMSI que votre ANC. Donc en fait, quand j'ai déclaré dans le PMSI plusieurs co-intervenants, enfin plusieurs intervenants à l'acte, je peux déclarer dans le l'ENC un intervenant principal et un ou plusieurs co-intervenants en fonction de ce que j'ai déclaré dans le PMSI. Pas plus. Et évidemment, c'est facultatif, donc vous pourriez ne pas le déclarer du tout. Il faut donc corriger le fichier 11. La plupart du temps, c'est que vous avez trop déclaré d'intervenants principal, et peut-être des co-intervenants d'ailleurs, dans votre fichier 11.
Au niveau de la partie 2, on va s'intéresser aux co-intervenants, justement. Donc, dans la partie 1, on s'intéressait aux intervenants principaux qui auraient pu être déclarés à tort ou à raison. Et dans la partie 2, on va regarder le nombre de co-intervenants, enfin les co-intervenants que vous avez déclarés sur chacun des actes que vous avez donc dupliqués dans votre fichier 11. Et on va regarder si ça correspond au nombre d'intervenants du PMSI, de co-intervenants du PMSI. Donc, par exemple, là, on voit que le nombre de co-intervenants, le nombre d'actes avec co-intervenants dans l'ENC, donc dans votre fichier 11, il est de 511, et le nombre d'actes qui étaient dans le PMSI était aussi de 511. Vous êtes donc en totale correspondance entre le PMSI et l'ENC. Le taux de concordance est à 100%. Si le nombre d'intervenants qui est mentionné au PMSI est supérieur à 1, ce qui veut dire donc que vous avez des co-intervenants, on attend dans l'ENC donc des actes de co-intervenants. Donc on attend d'une part un intervenant principal mentionné P et un ou plusieurs co-intervenants avec du coup qui correspondent, l'addition des deux correspondant au nombre d'intervenants qui est indiqué du coup au PMSI. On passe au TDC 2.9 et le TDC 2.9, il va donner, c'est tous les TDC 2.9 qui vont donner en fait la durée des actes en minutes, donc avec un encadrement statistique, le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane et même le Q1 et le Q3. Du coup, vous allez avoir en surligné en jaune tout ce qui paraît comme durée incohérent. Là, par exemple, l'ergo pour un acte collectif, donc là on est dans les actes collectifs, le 292, on a un ergo qui, en acte collectif, a une médiane à 60 minutes, ce qui veut dire acte collectif qui a au moins 2 patients. Ça veut dire que la majorité, enfin en tout cas oui, la majorité, on va dire, des actes collectifs que fait l'ergo dure un minimum de 2 heures, puisqu'on a une médiane à 60 minutes et qu'un acte collectif est forcément fait sur plus d'une personne, donc un minimum de 120, voire donc beaucoup plus. Et en maximum, on va dire que c'est forcément 180 minutes la durée de l'acte qui est maximum. Ça paraît élevé, donc c'est surligné en jaune. Donc là, le contrôle, il est extrêmement visuel parce qu'il y a du jaune, mais effectivement, toutes les durées un petit peu incohérentes, vous devez retourner dans votre fichier 11 pour voir si ce n'est pas une erreur de saisie. Alors, c'est pas pour... ça peut être vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, si bien votre ergo, il a pris 2 patients pendant 60 minutes sur un acte de 120 minutes, chacun des patients aura bien eu 60 minutes d'actes. Je vous rappelle que les actes collectifs, hein, l'intervenant réalise la même activité sur plusieurs patients. Donc, forcément, lorsqu'il fait une activité de 60 minutes, par exemple, sur 6 patients, il ne va coder que 10 minutes par patient. C'est la même chose, alors je crois qu'il y avait derrière quelque chose de similaire, mais on est exactement la même chose pour les actes individuels non dédiés, puisque les actes individuels non dédiés, c'est pas un intervenant qui réalise la même activité, mais qui réalise des activités différentes sur plusieurs patients, mais en même temps, et donc de la même manière, quand il va passer 60 minutes, mais qu'il a mis en route plusieurs patients sur des activités différentes, par exemple 3 patients différents sur 3 activités différentes, à la fin, quand il code ses actes, il devra diviser ces 60 minutes par le temps passé sur chacun de ces 3 patients, soit d'une manière totalement théorique en divisant par 3, soit
en mettant exactement ou de l'à peu près le temps passé pour chacun des 3 patients. De toute façon, ça ne pourra pas excéder les 60 minutes cumulées. Au niveau des tableaux de contrôle de 10, ils permettent de contrôler les... Je regarde le temps, si j'ai encore le temps. Oui, ça devrait pouvoir se faire. Ils permettent de contrôler la cohérence entre les codes modulateurs de lieu ou les extensions documentaires qui sont du coup codés au PMSI sur un acte et le code de plateau, donc la localisation de cet acte qui a été déclaré en fichier 11. Évidemment, on attend à ce que toute anomalie là-dessus soit corrigée en fichier 11 et évidemment aussi expliquée à votre superviseur. Ainsi, lorsque par exemple on retrouve l'extension P3 locaux permettant la simulation d'espace de vie, on s'attend à avoir une localisation de ces actes sur les locaux de simulation d'espace de vie. Si ce n'est pas le cas, ça va être indiqué dans ce tableau de contrôle de 10.3 et on voit que on a les 8 actes concernés qui sont déclarés sur un plateau de RR différent. Et donc là, votre superviseur, il va vous questionner, il va vous demander sur quel plateau vous l'avez localisé, cet acte, avec extension pourtant ciblé sur les locaux permettant la simulation d'espace de vie. Et là, vous allez lui expliquer que n'ayant pas de différencier vos locaux de simulation d'espace de vie, c'est-à-dire la salle de bain ou la cuisine ou d'espace de vie, qui sont compris dans l'espace d'ergo, alors vous l'avez localisé sur l'espace d'ergothérapie, ce que votre superviseur va admettre. En revanche, si vous n'avez pas du tout localisé, on se situerait sur les colonnes de droite, nombre 100 SMT plateau de RR déclarés. Et là, on vous dirait au moins localiser sur votre plateau d'ergo, puisque vous avez mis cette extension de simulation d'espace de vie. On aborde les contrôles de cohérence des données d'activité. Donc là, il s'agit des tableaux de contrôle 3 et des tableaux de contrôle 4, donc deux planches de tableaux de contrôle. La première, les tableaux de contrôle 3, vous permettent de s'assurer finalement de la qualité de votre PMSI, bien qu'on ne soit pas évidemment qualifié, nous, superviseurs, par rapport à vos médecins DIM, hein, mais il y a des tableaux de contrôle qui nous permettent en tout cas d'identifier potentiellement des anomalies, des règles de codage qui ne seraient pas respectées, voilà. Et donc, ces tableaux de contrôle, ils ont pour but d'améliorer évidemment votre PMSI, puisque c'est la source finalement des données d'activité de l'ENC. Et donc là, toutes nos questions vont pratiquement être sur la présence ou non de risque par un mauvais codage sur la valorisation des séjours. Donc évidemment, on ne vous demande pas de corriger votre PMSI, hein, ce serait impossible. Mais par contre, de vous les signaler pour l'année prochaine, oui, on peut éventuellement vous demander d'améliorer pour l'année d'après, voire l'année N+2 évidemment, puisqu'on se situe toujours, là par exemple en 2022, l'année est déjà bien entamée. En cas d'erreur, en tout cas d'atypie qu'on identifierait comme significative et qui nous poserait des questions, on va revenir vers la TIH et on va s'aider d'un expert DIM pour pouvoir identifier si réellement ça pourrait remettre en cause la qualité de vos données de l'ENC si votre qualité de PMSI n'est pas suffisante. Donc, on a d'abord un premier tableau de contrôle qui a un bilan de groupage. Et là, c'est du coup un tableau de contrôle qui, en lecture directe, nous donne les groupages en erreur. Donc là, par exemple, il y a un nombre de RHA en erreur de groupage qui est relativement significatif puisqu'il est proche de 30%.
Et là, évidemment, si c'était ça, ça serait un petit peu embêtant parce que du coup, les rachats groupés en erreur sont évidemment pas retenus par la TIH et donc ça limite votre traitement à 66% de vos données. Le tableau de contrôle 3.2 vient zoomer sur les groupages en erreur. Donc du coup, on voit qu'est-ce qui, dans ces groupages en erreur, qu'est-ce qui est la cause de ces groupages en erreur. Et donc là, les tableaux de contrôle ne se disent absolument pas, hein, on n'a exactement pas du tout les bonnes données par rapport au tableau 3.1, c'est des données différentes. Mais là, du coup, sur le tableau 3.2, on voit qu'il y avait du coup des groupages en erreur pour non, il n'y avait pas du tout de code erreur, donc il n'y avait pas de groupage en erreur, mais il y avait quand même des erreurs sur les suites de RHA. Et donc, vous savez, ces suites de RHA, c'est que, alors, on avait des renseignements indiqués, ces suites de RHA, c'est en fait quand vous avez des RHA qui s'arrêtent avant la fin de votre PMSI, alors que vous n'avez pas, avant la fin du M12, de votre dernière date de vos derniers rachats de M12, alors par exemple qu'il n'y a pas de date de sortie d'indiquer sur votre séjour. Donc finalement, vous avez un séjour qui s'est arrêté et alors que votre séjour, il est finalement pas clôturé. Donc ça, c'est une erreur qui peut être identifiée via ce tableau de contrôle. Et puis, vous avez ensuite les erreurs non bloquantes. Et ces erreurs non bloquantes peuvent être quand même un indicateur de problématique. Par exemple, on voit là qu'on a des actes César ZZC plus 221 en nombre incohérent. Et donc, on va évidemment aller voir de plus près euh, pourquoi. Pourquoi il y a eu ces actes-là qui ont été codés encore sur cette campagne-là. On peut avoir aussi des codes intervenants qui ne sont pas attendus par rapport aux actes qui ont été codés. Donc, une incohérence entre le code intervenant et le code de l'acte, puisque cet acte se faisant pas par cet intervenant-là. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Ah non, il y a une comparaison quand même avec la référence nationale sur ces tableaux, hein, donc dans le tableau 3.1 aussi, sur ce bilan de groupage. Donc, par exemple, là, on ne voit pas bien parce que c'est barré, mais effectivement, on a très très peu de groupage en erreur dans la référence, contrairement à l'établissement qui en a 29,34%. Au niveau du tableau de contrôle 3.3, il s'agit, ce sur quoi on vient de parler, d'identifier les erreurs de type séjour justement qui ne seraient pas clôturés alors que on a les RHA qui s'arrêtent en cours en fait d'année et sans date de clôture du séjour. Là, par exemple, dans ce tableau de contrôle, on a ces erreurs-là qui sont de type 3B et 4B, on les a pas, mais 3B, on l'a. Un séjour commencé sur l'année N, à cheval sur l'année N plus 1, avec des RHA qui sont antérieurs à la dernière semaine de recueil du PMSI. Donc, on en a un séjour en ça, qui a 3 RHA, qui est donc incohérent par rapport au codage, puisque effectivement, si le séjour est clos, ça se comprend qu'on n'en est pas sur la dernière semaine de recueil PMSI, mais si le séjour n'est pas clos, on s'attend à avoir un résumé hebdomadaire sur cette dernière semaine. Donc là, on vous liste les types d'erreurs. Évidemment, là, on ne peut pas faire de correction, hein, mais on s'attend évidemment à ce que le DIM soit vigilant sur l'année suivante. Le tableau de contrôle 3.5, c'est la répartition des actes RR par intervenant au PMSI. Et donc, on va avoir le nombre d'actes par code intervenant et on va avoir leur pondération. Là, ce tableau, finalement, il est d'une part pour lister les intervenants ayant codé au PMSI.
on aura le poids en nombre d'actes de leur activité et on aura le poids de leur pondération aussi, de la pondération de ces actes. Évidemment, on a comme contrôle à faire, nous, c'est juste finalement de connaître si ces actes codés, par exemple, par l'animateur, sont prépondérants dans cet établissement-là, euh, par opposition au psychomotricien etc. Donc là, on va pouvoir savoir après si vous avez par exemple une problématique sur votre métier animateur, s'il va falloir qu'on s'y intéresse encore plus parce que c'est prépondérant dans votre activité. Au niveau du tableau de contrôle 3.6, là, on va du coup identifier le nombre d'actes ZZC plus 221, puisque finalement, on s'attend à ce que ces actes-là ne soient pas codés systématiquement et en tout cas ne sont pas des staffs qu'on code chaque semaine. Et donc, on s'attend à avoir des vrais actes ZZC plus 221 de synthèse interdisciplinaire, donc avec moins d'un acte par semaine. Donc, à chaque fois qu'un effectif est supérieur à 1, du coup, par RHA, évidemment, qu'on se dit que c'est forcément faux, et par séjour, par RHA, pardon, et on compare avec l'année précédente. Est-ce qu'il y a la comparaison avec l'année précédente? Je m'interroge là. Je ne suis pas sûre. Donc voilà, bon, en tout cas, on attend évidemment un nombre de ZZC 221 supérieur à 0, le plus petit possible, voire égal à 0, évidemment. Aujourd'hui, ça devrait être le cas. Au niveau du tableau de contrôle 3.7, on a seulement ce tableau de contrôle qui est servi en partie 1 pour l'HC et en partie 2 pour l'HP si il y a un codage d'intervenants sur des actes qui paraît atypique. Là, dans ce tableau de contrôle, on ressort que l'infirmier a codé un certain nombre d'actes César qu'il n'aurait pas dû coder selon la description de cet acte-là. Donc là, on en ressort l'effectif en nombre de RHA qui sont impactés par ce codage de l'infirmier des actes qui sont listés. Ça ne veut pas dire forcément que c'est faux, là, et le superviseur, il va juste vous demander d'expliquer pourquoi l'infirmier a codé ces actes-là, alors que manifestement, c'est des actes qui ne sont pas codés par un infirmier. Donc, il faudra juste que vous vous assuriez que ces codages ont bien été admis au niveau de votre DIN et de votre responsable de rééducation. Au niveau des tableaux de contrôle 4, alors on va passer assez rapidement dessus. C'est un contrôle qui est intéressant parce qu'on contrôle là le parcours des séjours sur les différentes sections analytiques, pas que sur les sacs, mais bien les séjours sur l'intégralité des sections, SAMT, etc. Pour vous, c'est l'occasion de vous assurer que vous avez des charges sur chacun des séjours au niveau de chaque SNT et SAC qui sont censés en fait produire finalement des coûts pour les séjours. Donc, c'est des tableaux de contrôle qui sont assez essentiels, mais assez bien lisibles. La source des données, c'est du coup les données Arcane et Aramis, les deux. Et vous avez une liste de RHA qui sont atypiques, qui ressortent atypiques, du coup, qui sont dans votre visual ENC. Et donc, vous allez pouvoir par là lister ces RHA atypiques.
Le tableau de contrôle 4.1 donne finalement par sac le nombre de RHA en pourcentage qui passent dans chacune des sections qui sont du coup listées par colonne. Donc, par exemple, alors c'est les types de dépenses, mais finalement, ce sont les sacs derrière. Donc, on a une première colonne, c'est le pourcentage de RHA sans dépenses de charges à caractère médical. On s'attend évidemment à ne pas en avoir, puisque normalement, tous les RHA devraient avoir des charges de dépenses à caractère médical. En deuxième colonne, on a les RHA sans dépenses d'honoraires. Là, si on n'a pas d'honoraires, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait du 100% partout. Ensuite, on a le pourcentage de RHA qui n'aurait pas de dépenses cliniques. Là, si les RHA ne sont pas rattachés à des sacs, c'est embêtant. Donc, normalement, on s'attend à 0% évidemment de RHA sans dépenses cliniques, etc., etc. Donc là, on va contrôler évidemment la pertinence, la cohérence des parcours, des séjours de chacune des sacs. Ensuite, on a les colonnes de pourcentage sans dépenses de matériel roulant, sans dépenses d'atelier de confection. Si évidemment on n'a pas des sections d'atelier de confection ni de parc matériel roulant, on n'aura évidemment rien dans les cellules. En revanche, quand on a des SMT médico-techniques, tous les séjours ne passent pas forcément par ces SMT de médico-techniques, admettons de l'exploration fonctionnelle, de la radiologie, tous les séjours ne passent pas forcément dans ces SMT, donc là on voit en pourcentage un peu la cohérence. On aura aussi le pourcentage de RHA 100 minutes de RR, et donc ces pourcentages 100 minutes de RR sont évidemment importants à ressortir, puisque on est quand même dans du SSR, hein, donc avec de la rééducation. Donc ceux qui n'ont pas de minutes de RR, évidemment, il va falloir s'expliquer dessus. En même temps, on peut faire le lien avec les RHA sans dépenses de métier. Et quand on a un écart entre les RHA sans minutes de RR et les RHA sans dépenses de métier, c'est qu'on a potentiellement des métiers en libéral, donc qui n'ont pas forcément des minutes, mais directement des euros. Ensuite, on a alors là, on est toujours dans la même rubrique. Donc je vais passer parce que c'est pareil. Il en manque un par contre de tableau de contrôle. Bon, c'est pas grave, mais on le changera. Parce que là, on avait la partie 2 qui était les honoraires, en fait, hein, qui est justement suivi le parcours des honoraires sur les séjours des différentes sacs. Donc bon, on le changera, on le mettra, il n'y aura pas dans l'enregistrement, mais vous l'aurez en fait en slide. On a le tableau de contrôle 4.2 sur les dépenses du coup qui sont suivies au séjour sur les RHA. Donc là, ce qu'on essaye de voir, c'est que même si vous avez effectivement un taux de suivi des charges médicales qui pourrait correspondre au taux de charge qualité, il pourrait se faire que vous ayez des suivis que sur certains séjours et pas d'autres. Et là, c'est ce qu'on essaye de voir. Est-ce qu'en HC, combien de séjours n'ont pas de suivi au séjour du tout? Combien en HC ont des suivis sur un seul RHA alors que ce sont des séjours multi-RHA? Et là, on essaye en fait de cibler finalement la répartition des suivis au séjour sur vos RHA. Et effectivement, on vient vous dire, tiens, c'est bizarre, vous avez 7 RHA, 7 séjours qui ont des suivis sur un seul RHA en HC. Donc ça, c'est la première ligne de cette colonne entourée en orange. On a 7 séjours qui représentent 0,60%, qui ont des suivis de charges médicales
sur un seul RHA. On en a 842 qu'on n'ont pas du tout. Donc ça représente 74 quand même, presque 75% des séjours. Donc ça fait quand même du bruit, quoi. Et puis en HP, pareil. Et là, effectivement, votre analyse, elle est obligatoire parce qu'il va falloir que vous nous disiez pourquoi vous avez autant de séjours HC sans suivi du tout au séjour. Donc, quels sont ces types de séjours? On attend vraiment pourquoi ces séjours-là n'ont pas de suivi plutôt que les 25% autres. Donc, peut-être que c'est toujours les mêmes, de la même SAC, sur lequel vous suivez rien. Et c'est ça qu'on voudrait peut-être améliorer demain. Donc, ces analyses, vraiment, on attend qu'elles soient faites en détail et que vous nous disiez vraiment strictement ce qu'il en est, en fait, hein, pour qu'on vous aide à améliorer ça. Voilà, c'est ce que je vous viens de vous expliquer. Le tableau de 4.3, c'est la même chose, mais sur les minutes de RR. Donc là, on voudrait identifier finalement les séjours qui n'ont pas de minutes de RR, ou qui en ont, mais sur un seul RHA, parce que c'est quand même curieux. Donc, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi en HC, il y a 14 séjours qui ont des minutes sur un seul RHA, alors que ce sont des séjours de plusieurs RHA. Donc, ça voudrait dire que vous avez peut-être un patient qui s'est dégradé, sur lequel vous aviez commencé de la rééducation, mais finalement, c'est plus possible. Ça peut être pour multiples raisons, mais du coup, c'est intéressant de nous l'expliquer parce que ça éclaire notre analyse. Le tableau de contrôle 4.4, il vient mettre en exergue les journées qui auraient plus de 8 heures de rééducation. Donc effectivement, c'est beaucoup quand même, 8 heures de rééducation, hein, et on le voit bien dans les établissements qu'on visite, hein, on ne voit pas des patients qui sont pendant 8 heures d'affilée sur un plateau, hein. Donc du coup, c'est évidemment très important de nous l'expliquer. Bien sûr, ça peut être des heures qui sont faites en dehors du face-à-face patient, par exemple, de l'appareillage, des choses comme ça, hein. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi la multiplicité des professionnels qui sont intervenus à l'acte. Ça peut être des vraies raisons. Et donc, du coup, simplement, il faut nous l'expliquer, et notamment pour les nombres d'heures élevés. Donc, ce tableau de contrôle, il permet de voir le pourcentage de journées qui ont plus de 8 heures d'acte. Donc, en HC, par exemple, là, on a 1,3% des journées qui ont plus de 8 heures. Et on a un nombre maximum d'heures pour 2 séjours, pour 2 journées, pardon, de 32,9 heures, ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, il va falloir beaucoup nous l'expliquer en détail. Et corriger évidemment le fichier 11 si nécessaire, si là aussi ça peut être aussi l'occasion d'identifier des anomalies réelles, hein, des erreurs de nombre de minutes dans votre fichier 11. Et voilà, nous avons atteint cette dernière diapo et du coup, on vous remercie bien d'avoir